Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. L'examen de la proposition de loi visant à lever les contraintes pour les agriculteurs débute aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors, vous bataillez contre la réautorisation de certains pesticides ou des facilitations pour créer des retenues de stockage d'eau. C'est les fameuses méga-bassines. Les partisans de ce texte et surtout les agriculteurs estiment que ces mesures sont nécessaires pour simplifier en quelque sorte le quotidien des agriculteurs. Vous leur dites quoi, ces agriculteurs qui sont aujourd'hui dans les rues? Une partie des agriculteurs, surtout un syndicat en l'occurrence. Vous savez, il y a un an, il y a eu un grand mouvement d'agriculteurs et le mot d'ordre central, c'était « on a le droit de vivre notre travail pour les revenus ». Puis d'autres ont essayé de le dévier un peu en disant le problème c'est les normes, on nous empêche d'utiliser les pesticides. Et là, c'est ce qu'avec cette loi Dupont telle qu'elle est, en tout cas telle qu'elle vient du Sénat, c'est cette vision-là qui est en train de gagner. Écoutez, ça serait un retour en arrière, et finalement une victoire de l'agrobusiness, qu'on réintroduise ou du moins qu'on permette de prolonger l'utilisation de produits qui est pas seulement mauvais pour les abeilles, qui est pas seulement mauvais pour les humains, mais en premier lieu pour les agriculteurs qui en meurent souvent. Donc voilà, on s'y oppose. Et tout à l'heure, on sera vigilant. Même si sur les pesticides, il s'agirait d'une dérogation qui pourrait être levée par l'Agence nationale de sécurité alimentaire. Oui, mais vous voyez bien le problème, c'est on avait tout un mouvement de limitation et puis d'extinction de l'utilisation de ces pesticides. Et là, finalement, on revient en arrière. Et quand on revient en arrière, en général, la boîte de Pandore est ouverte. Donc moi, je crains beaucoup. Je pense que ça serait une victoire de l'agrobusiness, encore une fois. Et puis on voit bien qu'il faut aller vers une nouvelle forme d'agriculture qui, en plus, permet aux agriculteurs de mieux en vivre qu'aujourd'hui, et c'est pas du tout ce que prévoit ce texte. J'alerte juste sur une chose, c'est que l'idée des partisans de ce texte, ça serait paradoxalement de le rejeter tout à l'heure en entrée à l'Assemblée. Il y a une motion de rejet pour après qu'il y ait une commission mixte paritaire. Au Sénat où la version était pire, qu'on ne puisse pas en discuter. Donc on va avoir un paradoxe, c'est que ceux qui sont pour débattre de ce texte, pour essayer de l'atténuer par rapport à la version du Sénat, voteront contre la motion de rejet. Il y a une autre mobilisation en ce moment qui est celle des taxis. Eux protestent contre une baisse de leurs tarifs sur les transferts de malades. François Bayrou estime que, censé revoir sa copie. Mais le nombre de transferts de malades, il a explosé. Et le budget avec. Ah oui, c'est normal, puisque tout a été fait pour qu'il explose. Puisque je vous rappelle qu'on a favorisé l'ambulatoire. On a fermé les hôpitaux de proximité, donc les temps de parcours s'allongent, et on s'étonne que ça coûte plus cher. Voilà, donc c'est un peu paradoxal tout ça. Non, les chauffeurs de taxi, je les soutiens pleinement pour 3 raisons. D'abord parce que c'est assez paradoxal de sans arrêt dire que le travail rapporte pas assez, et puis de pénaliser une profession, premièrement. Deuxièmement, parce que en réalité, ils sont peu responsables justement des hausses dont vous parliez. C'est surtout le système de santé qui a évolué et puis aussi l'inflation. Et troisièmement, parce qu'ils se retrouvent dans une situation où ils sont concurrencés par le dérèglement, la dérégulation de leur métier, notamment avec les plateformes. Je ne parle pas des chauffeurs VTC, c'est pas eux les responsables. C'est les plateformes qui sont favorisées. Tout ça les inquiète et ils ont raison de demander la suspension de cette convention, non pas de retravailler, comme le dit M. Bayrou, un peu pour embellificoter les choses. Il faut que M. Bayrou suspende cette convention qui, je rappelle, n'a pas été votée, elle n'aurait pas été majoritaire à l'Assemblée, et puis qu'à partir de là, on remette les choses à plat, c'est ce qu'ils veulent. Il n'y a pas un mauvais signal qui est envoyé au moment où on doit trouver 40 milliards d'économies sur le budget à la rentrée, et là, de faire marche arrière sur, encore une fois, des dépenses qui augmentent. Vous savez, la sécurité sociale a le même problème finalement que les dépenses de l'État, c'est-à-dire que la question, c'est pas qu'il y ait plus de dépenses et qu'il y a moins de recettes. Et notamment, le paradoxe, c'est qu'on veut favoriser, par exemple, le travail ubérisé, qui ne cotise pas, qui ne fait pas rentrer de cotisation, qui donc pénalise justement les recettes de la sécurité sociale. Donc tout ça montre bien que on ne prend pas la chose par le bon bout. La chose par le bon bout, c'est de permettre notamment à des professions comme les chauffeurs de taxi, qui cotisent, qui payent leurs impôts, etc., de continuer justement à pouvoir bénéficier des revenus qui sont les leurs, qui sont normaux. Ils font un bon travail, notamment dans les campagnes où il n'y a pas assez d'ambulances. Donc ne prenons pas, arrêtons d'attaquer ceux qui travaillent pour en réalité cautionner le fait qu'il y a des recettes en moins parce qu'on a trop exonéré les cotisations, parce qu'on a trop de charges indues sur le système de santé et parce que on favorise une forme d'exploitation des personnes qui justement met à mal le système de protection sociale. Demain, c'est le premier scrutin pour désigner le premier secrétaire du Parti socialiste. Je rappelle, 3 textes d'orientation, celui d'Olivier Faure, le sortant, de Boris Vallaud et de Nicolas
Nicolas Mayer-Rossignol. Nicolas Mayer-Rossignol qui est le maire de Rouen et qui semble quand même être le challenger d'Olivier Faure et qui prône la rupture avec les Insoumis. Est-ce que son élection, ce serait pas une forme de clarification au sein de la gauche? Alors, écoutez, j'ai pas envie de me mêler de leur vote. Ce que j'observe, c'est que plus aucun, même Faure, Olivier Faure, préconise l'unité avec les Insoumis. Donc c'est un retour en arrière. Bon, c'est clair que chez Monsieur Rossignol, on est sur le retour aux années Hollande, en gros. C'est-à-dire l'idée qu'il faut réinstaller un parti socialiste hégémonique à gauche qui lui-même va installer une ligne d'accommodement qui nous a amené Monsieur Hollande et Monsieur Hollande nous a amené Monsieur Macron, plus Madame Hidalgo à 1,70%. Bon, voilà, moi, ce que j'appelle plutôt à ce que tous ceux qui se sentent à gauche favorisent ce qui a donné les 22% de Jean-Luc Mélenchon, qui a failli nous amener au deuxième tour, qui a donné le NFP, c'est-à-dire un programme de rupture. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ça c'est évidemment un problème. Karim Bouamram, le maire de Saint-Ouen, a eu des mots un peu forts à votre rencontre. Et c'est un supporter, un soutien de Nicolas Mayer-Rossignol. Ça veut dire quoi? Ça illustre, vous pouvez plus vous supporter? Les mots... Non, excusez-moi, mais il y a quelqu'un qui, dans cette situation, est un agresseur et pas l'autre, quoi. Donc, c'est pas qu'on peut plus supporter. Moi, j'ai pas de problème personnel avec Karim Bouamram. Les mots un peu forts, disons-le, c'est qu'il a dit qu'il allait vous défoncer. Voilà. Mais logiquement, soi-disant qu'il ne fallait pas les emmerder au municipal et qu'ils allaient me défoncer dans ma circonscription. Excusez-moi, mais c'est le genre de terme, je suis un peu étonné. Ça aurait été un insoumis qui aurait sorti ça. Alors là, je vous dis pas, ça aurait fait la une de l'actualité. Bon, moi, je trouve ça regrettable d'avoir une telle violence, une telle gravité, mais ça montre qu'on n'est pas très serein quand on fait ça. Et peut-être qu'il n'est pas serein parce que dans ma circonscription, notamment par exemple à Saint-Ouen, les insoumis aux européennes ont fait, je crois, 45% pendant des élections, et moi je passe au premier tour à 65-70%. Peut-être que c'est ça qui explique. Mais vous savez, au-delà de Karim Bouamram, au-delà de cette forme, ça illustre surtout le danger d'un PS qui redeviendrait hégémonique sur une ligne d'accommodement. Voilà, faut se souvenir un peu de ce qu'était la situation de la gauche quand c'était le cas. Si je vous entends, vous n'êtes pas prêt de suivre ce que souhaite François Ruffin, c'est-à-dire une grande primaire de la gauche de Poutou à François Hollande. Monsieur Glucksmann a répondu. Et là, pour le coup, je donne un peu raison. C'est-à-dire que si vous voulez, les élections, c'est un programme. Donc, imaginons, on fait une primaire. Monsieur Hollande gagne, Monsieur Glucksmann gagne. Alors, Monsieur Ruffin a dit qu'il était d'accord à ce moment-là faire campagne pour eux. Moi, je suis pas d'accord de faire campagne pour une gauche d'accommodement qui perpétue le système et qui, en plus, va se planter parce que c'est pas ça qui nous donne des bons résultats. Donc, ça me paraît normal qu'au premier tour, on ait les deux propositions, celle qui finalement perpétue le macronisme, parce que c'est pas très différent, et puis celle qui instaure un vrai programme de gauche et qui nous a donné des bons résultats. Même si, du coup, peut-être personne ne se retrouvera au second tour. Mais moi, je ne crois pas à ça. Ils n'ont fait pas la force. Non, je vous fais remarquer que la dernière élection présidentielle, malheureusement, il y avait d'autres candidats, y compris par contre dans le camp de la rupture. Ça, on aurait pu l'éviter. Je pense à M. Roussel, parce que sinon, on aurait été au deuxième tour, et que ça ne nous a pas empêché d'être tout près de l'être. Bon, par contre, après, se pose la question de qui peut représenter ce camp de la gauche, en fait. Parce que, parlons clair, c'est le programme de gauche que nous incarnons. Vous allez me dire Jean-Luc Mélenchon, vous. En tout cas, je vais vous dire une chose pour l'instant. Il me semble que c'est normal. Ça a toujours été comme ça dans le passé, que ça soit la force la plus importante, un candidat issu de la force la plus importante. Au moins, je prends ça en préalable. Il me reste vraiment une minute. C'est dommage. Juste un mot sur ce rapport sur les frères musulmans qui met en garde contre le développement d'un islamisme à bas bruit. Jean-Luc Mélenchon dénonce l'islamophobie qui franchit un seuil et fustige ce qu'il appelle des thèses délirantes de Retailleau et de Marine Le Pen. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a pas de risque pour la République, on fait des erreurs, on fait des amalgames. Le rapport dit qu'il n'y a aucun risque de l'installation d'un État islamique, ni de la charia, ni de risque terroriste. Donc il s'intéresse à une vision... Donc il n'y a pas d'entrisme, islamisme. Il y a les frères musulmans, lisez le rapport. 139 lieux de culte, 7% des 2800 lieux de culte, 7% des 1800 lieux de culte, un mouvement plutôt descendant, c'est ce que dit le rapport. Et en plus, pour le repérer, on nous propose de dire c'est les musulmans qui font le jeûne pendant le ramadan, qui portent le voile. Vous conviendrez que ça ressemble un peu au signe distinctif de la religion. Donc c'est pour ça que... Donc vous le balayez d'un rapport de la main. Je dis attention, 72% d'actes islamophobes en plus au premier trimestre 2025 par rapport à 2024, la mort d'Aboubacar Cissé. Donc attention à montée de l'antisémitisme aussi, des actes antisémites. Mais je n'ai pas dit le contraire. Je pense même que c'est l'islamophobie et l'antisémitisme sont les deux syndromes gémeaux de ceux qui veulent nous donner la clé de guerre de religion des conflits actuels, ce qui n'est pas mon cas. Merci beaucoup, Éric Coquerel.